Bienvenue aux auditrices et aux auditeurs qui nous rejoignent. Vous êtes à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir. On le sait, notre président s'est engagé à réformer le Code du travail rapidement. Et pour cela, il entend user de la procédure des ordonnances. Il est clair que cette question dominera très probablement la vie politique pendant une partie de l'été, voire une partie de l'automne de cette année. Mais alors, pourquoi cette volonté de réformer à tout prix le Code du travail ? Emmanuel Macron prétend que c'est le Code du travail qui constitue aujourd'hui un obstacle à l'emploi, comme si des questions administratives décidaient de tout. Assurément, ces lourdeurs administratives, et il y en a en France à l'évidence, pèsent et elles peuvent peser lourd. Mais que pèsent-elles réellement dans une situation où c'est en réalité la dépression de la demande qui est bien la cause principale du chômage ? Car si nous suivons les statistiques de Pôle emploi, ces statistiques qui, d'une certaine manière, font autorité en France, il y a aujourd'hui plus de 4,5 millions de chômeurs, au sens strict du terme, un nombre auquel il convient d'ajouter 1,7 million de quasi-chômeurs, c'est-à-dire soit de personnes qui sont contraintes de prendre un temps partiel alors qu'elles ne le souhaitent pas, soit des personnes dont l'emploi ne dépend que de l'ampleur des aides publiques qui les subventionnent. En fait, les projets de notre président et de notre Premier ministre, bien entendu, vont mettre en application des choses qui vont bien plus loin qu'un simple ajustement au problème du chômage, ou même un ajustement à l'introduction de nouvelles techniques. Ces projets vont permettre aux grandes entreprises de se doter d'un droit du travail à la carte, qui leur permettrait de définir à la fois les infractions, les règles de licenciement, voire les pénalités. Par rapport à la situation actuelle, où il y a une règle commune qui s'applique à l'ensemble des salariés, quitte à ce que puissent exister des exceptions dans certaines professions, voire exister des modalités d'application qui sont différentes suivant les professions, eh bien, c'est une révolution qui est considérable. Mais on peut penser que ce ne serait pas une révolution dans le sens du progrès social. Il faut alors s'interroger sur ce mouvement qui pousse dans différents pays, que ce soit la Grande-Bretagne sous Margaret Thatcher, l'Allemagne dans les années 2000, l'Italie sous Matteo Renzi depuis quelques années, à vouloir absolument revenir en arrière dans le domaine du droit du travail. On a le sentiment d'un mouvement général qui va dans le sens d'un démantèlement de nombre de conquêtes sociales qui avaient été arrachées de haute lutte par les travailleurs depuis les années 1930. Alors, pour discuter de l'ensemble de ces problèmes, je reçois aujourd'hui tout d'abord Philippe Arondel, économiste et chroniqueur sur Fréquence Protestante. Bonjour Philippe. Bonjour. Et puis Raphaël Dalmasso que j'ai aujourd'hui au téléphone. Raphaël Dalmasso qui est maître de conférence à l'Université de Lorraine en droit du travail. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour. Et David Kella, chercheur en économie politique de l'Université d'Angers. Bonjour David. Bonjour. Bonjour messieurs, donc nous sommes réunis et je voudrais tout d'abord poser une question générale. Qu'est-ce qu'il y a dans les réformes Macron qui, aujourd'hui, d'une certaine manière, portent ce changement radical de philosophie dans le Code du travail ? Raphaël Dalmasso, commençons par vous. Donc bonjour, alors peut-être il y aura un premier point sur lequel je souhaiterais revenir pour peut-être remettre en cause un lieu commun que l'on dit fréquemment, selon lequel le code du travail actuel ou le droit du travail actuel serait protecteur du salarié. C'est un constat qui est fait aussi bien par ceux qui veulent la réforme actuelle que par ceux qui s'opposent à la réforme actuelle, de définir le droit du travail comme protecteur du salarié, le code du travail comme un acquis social. C'est vous qui avez parlé de cela. Et je pense que c'est un petit peu plus compliqué que cela et que le droit du travail, le code du travail n'est pas que protecteur du salarié, il est aussi protecteur des intérêts de l'employeur. Et il essaye de faire un équilibre entre les deux. Et la réforme actuelle, elle cherche effectivement à modifier cet équilibre, peut-être dans le sens, certainement dans le sens de l'employeur, mais je crois qu'il est faux, il est inexact de dire que le droit du travail est uniquement protecteur du salarié. Donc on essaye effectivement de changer cet équilibre, de le modifier, peut-être au risque d'être trop, d'aller trop du côté de l'employeur. Donc ça, c'est peut-être un premier lieu commun que je souhaitais défaire. Par exemple, le droit du licenciement, c'est certes protecteur du salarié, mais on oublie que ça autorise l'employeur à licencier. Oui, tout à fait. La subordination, pareil, ça légitime, on légitime le pouvoir de subordination dans une entreprise. Et donc le droit du travail, moi, je pense tel qu'il s'est constitué, c'est surtout constitué pour favoriser la paix sociale dans les entreprises. Et aujourd'hui, on a des situations, et en ce sens, c'était quand même un succès du droit du travail, parce qu'on ne voit pas
trop de désordre dans les entreprises. Si on revient 50 ans ou 100 ans en arrière, la situation dans les entreprises n'était pas du tout la même qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est peut-être aussi déjà ce premier point sur lequel je souhaitais revenir. Alors, c'est un point important, parce qu'effectivement, ce que vous nous dites, Raphaël Dalmasso, c'est que le droit du travail avait fini par instituer, après beaucoup de luttes sociales, après beaucoup de discussions, beaucoup de négociations, une forme d'équilibre, effectivement, entre les intérêts des salariés et les intérêts des employeurs, et c'est peut-être cela qui serait, d'une certaine manière, rompu par les réformes d'Emmanuel Macron. David Kella, est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème avec cette volonté de la part d'Emmanuel Macron, ou en tous les cas des gens qui sont derrière lui et qui poussent à cette réforme, de faire sauter ce qui peut apparaître comme des règles communes dans le Code du travail? Alors oui, effectivement, l'objectif, moi je suis d'accord, c'est de rééquilibrer ou plutôt de déséquilibrer les rapports de force dans l'entreprise. Mais le moyen utilisé par, en tout cas dans les pistes qu'on connaît par le gouvernement, serait en fait de concentrer le dialogue social au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire à la fois en affaiblissant le dialogue social dans les branches, et puis aussi en permettant aux entreprises, via des accords d'entreprise, de remettre en cause certains dispositifs des contrats de travail. Donc quelque part, ça affaiblit aussi la négociation employeur-employé individuelle. Et moi, je pense que ça, c'est pas un hasard, quoi. L'objectif, c'est effectivement de localiser le cœur des négociations dans l'entreprise, c'est-à-dire justement à l'endroit où les employeurs sont en position de force, puisque ils sont pas médiatisés par notamment la puissance des syndicats qui s'avère beaucoup plus importante à l'échelle de la branche. Donc clairement, l'objectif c'est d'appuyer le rapport de force du côté de l'employeur. Philippe Arondel, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? C'est-à-dire, est-ce que on peut penser effectivement que dans cette réforme, on va transférer en fait le lieu de la négociation d'un niveau général, voire d'un niveau de la branche, à l'entreprise, laissant d'une certaine manière les salariés seuls face à l'employeur? Moi, ça me paraît totalement évident. C'est dit clairement, parce que contrairement à ce qu'on dit souvent, le projet Macron est assez clair dans sa philosophie. Il suffit de lire un certain nombre de textes qui ont été publiés, y compris ce qui était diffusé dans les boîtes à lettres. C'est libérer le travail. Alors, libérer le travail au 19e, ça veut dire le contraire de ce qu'il dit. C'est libérer le travail. Non, c'est libérer l'entreprise de ses contraintes. Et surtout faire de l'accord d'entreprise l'accord majeur. C'est la fameuse inversion des normes. C'est-à-dire qu'on négocie actuellement au moment où nous parlons. Il y a beaucoup d'accords qui se font. Mais ce ne sont pas des accords, comme on dit, in pejus. Ce sont des accords in melius, généralement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que veut faire Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est étendre le champ des accords dérogatoires. C'est bien ça. C'est-à-dire des accords qui vont déboucher sur le moins-disant social. Et pour moi, si vous voulez, la philosophie profonde, pour répondre à votre question du début de l'émission, je dirais, dans le fond, c'est ce que j'appellerais une féodalisation contractuelle. Chaque entreprise va devenir une petite féodalité qui va créer sa propre norme. N'est-ce pas ? Et nous allons avoir une espèce de dumping social en France entre les entreprises, si vous voulez. Chacune va, dans le fond, à coup d'accord. Alors, on nous dit que c'est verrouillé, on en reparlera peut-être tout à l'heure, par accord majoritaire, mais il y a un rapport de force, on vient de le dire à l'instant avec vos intervenants, il y a un rapport de force à la base, et évidemment, on voit mal un certain nombre de salariés refuser un certain nombre d'accords dans le contexte actuel de mondialisation, de dumping, de libre-échange échevelé, ça va être extrêmement compliqué. Donc le résultat, ça va être, on n'aura pas un code du travail, on aura un code du travail par entreprise, si j'ose dire. Et ceux qui nous disent que le code du travail est trop obèse, ça me fait absolument sourire, parce qu'en réalité, on va étendre indéfiniment des règles, et puis des règles qui changeront. Évidemment, bien entendu, ça dépendra du rapport entre l'employeur, entre le syndicat, avec les élections, etc. Donc on rentre dans un terra incognita. On ne sait pas ce que ça peut faire. Alors justement, sur ce point, et ça me semble quelque chose d'extrêmement intéressant, Philippe Arondel, vous soutenez l'idée que, d'une certaine manière, les règles générales, c'est-à-dire des règles qui s'appliquent à tous, moyennant, peut y avoir toujours des exceptions pour certaines branches ou pour un certain type d'activité, mais l'idée de règle générale est plutôt à la fois une protection et une simplification dans la structure du Code du travail. Raphaël Dalmasso, est-ce que vous partagez cette idée ?
Oui, alors effectivement, il risque d'y avoir assez peu de débats entre nous parce que je suis tout à fait en accord avec ce qui a été dit précédemment sur l'idée que la norme impérative dans le code du travail est nécessairement plus simple qu'une norme dite supplétive, parce qu'une norme supplétive, elle fixe une règle et les possibilités de dérogation à cette règle et la limite à la dérogation à cette règle. Donc il suffit de lire la loi travail, celle qui a eu lieu l'an dernier, pour voir que les textes modifiés dans le code du travail sont déjà beaucoup plus longs et beaucoup plus compliqué à comprendre. Donc effectivement, une norme impérative dans un code du travail qui va en plus avoir une vocation à être interprofessionnelle est beaucoup plus simple. Alors cependant, il peut y avoir également dans le code du travail parfois, et c'était le cas d'ailleurs dans des anciennes versions du code du travail, moi je travaille actuellement sur des vieux codes du travail, et le code du travail par le passé a pu faire des normes profession par profession. Donc on peut parfois avoir on peut concevoir un code du travail qui va être différent selon la taille des entreprises ou même selon les professions. Mais là, on est quand même dans un code du travail clair. Tandis que là, effectivement, le risque, si on a des accords d'entreprise, c'est qu'il y ait des accords entreprise par entreprise. Et le point sur lequel je souhaiterais compléter ce qui a été dit, c'est la valorisation de l'accord d'entreprise au détriment de la convention collective. Je crois que c'est vraiment ça, ce qui a été un peu évoqué, qui est la grande nouveauté et qui est peut-être le risque le plus important des années à venir. Alors, c'est un point qui est effectivement extrêmement important. Ce qui m'amène maintenant à poser une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette philosophie générale qui est adoptée par Emmanuel Macron et les gens qui l'entourent, cette idée qu'il y a une entreprise générique, des salariés génériques, mais qui ne tient pas compte à la fois de la taille de l'entreprise, une idée qui ne tient pas compte de la spécificité de l'entreprise, de l'histoire de l'entreprise, de l'histoire des relations sociales de l'entreprise. Bref, est-ce qu'il n'y a pas en réalité, derrière cette réforme, une manière d'idéaliser les relations entre salariés et employeurs, alors qu'on voit bien qu'il y a des différences énormes. On voit bien, par exemple, que la notion de rapport de force n'a pas le même sens dans une entreprise de 10 ou de 12 employés, ou dans une entreprise de 300 ou 400 employés, ou même, bien entendu, dans une entreprise de plusieurs milliers d'employés. David Kella. Oui, mais justement, ça fait partie des choses qui semblent très importantes ici de dire, c'est que à partir du moment où on met en œuvre non plus la convention collective, mais l'accord d'entreprise, on concentre sur l'entreprise, il faut bien se rendre compte que toutes les entreprises ne sont pas à égalité dans la capacité qu'elles ont de négocier des accords. Les grosses entreprises qui disposent de DRH, qui disposent de représentants syndicaux, elles sont beaucoup plus favorisées et elles peuvent beaucoup plus facilement négocier des accords d'entreprise que les PME qui n'ont en fait souvent même pas de représentants syndicaux. Et donc, il y a d'ailleurs des textes qui existent sur des patrons, des petits patrons qui s'inquiètent et qui disent attention, si on met tout au niveau de l'entreprise, nous déjà il va falloir négocier des accords et ça c'est très compliqué bien sûr parce qu'on n'a pas de service dédié à ça, mais en plus si on n'a pas de représentants syndicaux, on peut pas passer d'accord et donc on va être cantonné aux accords de branche alors que les grosses entreprises, elles pourront déroger à ces accords via les accords d'entreprise. Alors là-dessus, le gouvernement dit, dans ce cas-là, ou semble lancer des pistes comme quoi on pourrait maintenant faire des accords via des référendums d'entreprise. Alors là, se pose une autre question, c'est que les référendums d'entreprise, c'est du tout ou rien, c'est pas la négociation. Je veux dire, c'est le patron, puisque ce serait un référendum qui serait à l'initiative patronale, et dans ce cas, c'est le patron qui crée son petit accord. Il n'y a pas d'accord en fait. Il crée sa mesure et puis il demande aux salariés de voter, sachant que oui ou non, sachant que ces salariés, ils sont un peu le couteau sur la gorge. S'ils votent non, ils savent très bien que derrière, le patron, il peut licencier, il peut délocaliser, etc. Donc en fait, à la fois les grosses et les petites entreprises sont pas forcément sur le même plan, et en même temps, si on ouvre la porte au référendum, alors là, c'est la fin même du pouvoir syndical, puisque celui-ci pourra toujours être court-circuité par l'employeur. Alors, ce qui me fait venir une comparaison, c'est par exemple avec la situation que l'on a au Japon ou dans des pays d'Asie où on peut avoir des très grandes entreprises où les travailleurs sont assez bien protégés. En particulier, il y avait autrefois au Japon une règle d'emploi à vie, et puis on a les sous-traitants de ces grandes entreprises ou les petites entreprises où au contraire, les travailleurs sont dans une situation d'extrême vulnérabilité, d'extrême précarité. Est-ce que ce n'est pas à ce type de situation que l'on va tendre avec ce type de réforme? Philippe Arondel. La réponse est oui, bien entendu, puisqu'on a déjà... Alors, il faut bien savoir, quand on parle de petites entreprises, de PME, il y en a les indépendantes totalement, il y en a de moins en moins.
c'est de la sous-traitance, généralement. Donc elles sont complètement dominées, ce que vous venez de dire. Ce qui me paraît très important à dire, si vous voulez, à ce stade de notre débat, c'est que pour moi, si vous voulez, alors philosophiquement, je vais parler de Leibniz, si vous voulez. Je veux dire, aujourd'hui, le système qu'on va mettre en place, c'est comme une espèce de monade autosuffisante, si vous voulez. Voilà, la monade chez Leibniz, ça serait l'entreprise, qui est une espèce de deal, en quelque sorte, qui fait son propre accord et qui doit s'adapter au flux de la mondialisation. Parce que le but, on ne l'a pas encore dit, le but, c'est d'une adaptation infinie à ce qui se passe autour. Le but, c'est pas d'avoir un accord interprofessionnel, le but, c'est pas la nation, c'est même pas l'Europe. Le but, c'est de s'adapter à chaque instant au flux. Vous savez qu'Emmanuel Macron le dit tout le temps, il parle beaucoup des flux, c'est un partisan des flux, n'est-ce pas? Et donc, il faut que l'entreprise, elle fasse une loi propre qui lui permette de s'adapter aux flux. On pourrait évoquer, par exemple, ce qui se passe avec certaines PME italiennes, qui trouvent des niches mondiales, et qui sont aussi, là aussi, complètement dérégulées, mais qui travaillent directement. Alors pour moi, à la limite, ça va vous faire peut-être un peu sourire, c'est le retour à une certaine Europe. Je dirais un peu hanséatique, à l'époque, c'était la Hanse, c'est-à-dire c'est le retour d'une régulation marchande, dans le fond, qui s'opposerait aux rythmes collectifs, notamment nationaux. Parce que derrière, il y a ça. On va complètement supprimer l'idée qu'on fait pays, qu'on fait nation, qu'on fait communauté politique. C'est tant que vous aurez 30, 40 000 accords d'entreprise, de facto, le problème de la souveraineté nationale ou du territoire, j'exagère un peu, sera complètement terminé. C'est effectivement c'est un risque, en tout cas. Oui, voilà. c'est effectivement une perspective que l'on peut, en tous les cas, peut-être mettre en avant, ou on peut s'interroger, en tous les cas, dessus. Mais c'est un problème tout à fait réel. Est-ce que... Raphaël Dalmasso, est-ce que vous pensez aussi qu'il peut y avoir justement à la fois ce risque, comme l'a dit Philippe Arondel, d'aboutir à des espèces de monades complètement autonomes, mais est-ce que ce risque ne va pas surtout aboutir à une précarisation de toute une partie des salariés, même si on peut penser que les salariés des grandes entreprises, et en particulier des grandes entreprises qui ont un plan de charge suffisant, ces salariés resteront relativement protégés. Je suis peut-être encore plus pessimiste que vous, parce que je ne suis pas sûr que les salariés des grandes entreprises soient plus protégés. Je me demande même si ce ne sont pas une des cibles de la future réforme. Je m'explique. Je pense que le but, en fait, de cette réforme-là, ça va être de s'attaquer de manière plus ou moins directe aux rémunérations. Je pense qu'il y a l'idée derrière que le salarié coûte peut-être trop cher et qu'il faudrait trouver des moyens de réduire le coût du travail, et notamment c'est toute la discussion sur les grilles de salaire qu'il y a dans les conventions collectives. Vous avez un certain nombre de conventions collectives qui ont des grilles de salaire qui sont supralégales, qui sont plus intéressantes que les grilles, il n'y a pas de grille de salaire d'ailleurs, il y a juste le SMIC, et je pense notamment à la convention collective de la banque, à la convention collective de la métallurgie, qui ont des conditions de salaire et de travail plus intéressantes que le salarié lambda. Et je pense que l'idée serait de favoriser par des accords d'entreprise la remise en cause de ces grilles de salaire. Et donc là, qui serait victime? Ça peut être effectivement les petites PME, les sous-traitants, mais ça peut être aussi les grands groupes. Moi, je pense à l'industrie à la banque, le secteur bancaire, qui est un secteur où il peut y avoir des crises, où les salariés sont plutôt bien lotis pour l'instant. Ça pourrait être les premières victimes de ces réformes-là, où dans une banque disant, voilà, moi je fais un accord d'entreprise qui casse la grille de salaire prévue dans la convention collective, les autres s'aligneront. Et donc c'est une manière de baisser les salaires de tout le monde. Alors ça, c'est peut-être, peut-être que j'ai l'esprit mal placé, mais j'ai un peu l'impression que c'est sous-jacent. En tout cas, c'est le sens de l'histoire. Est-ce que ça sera la réforme? Est-ce qu'ils vont oser faire ça? Je n'en sais rien. Je suis pas dans les petits papiers de la ministre, mais en tout cas, c'est un risque qui peut y avoir à valoriser l'accord d'entreprise par rapport à la convention collective. David Kella, comment vous lisez vous aussi cette philosophie de la réforme, et surtout cette possibilité qui a été évoquée par le Premier ministre, par M. Édouard Philippe, que les entreprises puissent définir elles-mêmes les critères de licenciement? Alors moi je pense que derrière ça il y a l'idée d'attirer les capitaux étrangers, de se fonder dans une norme internationale en jouant du moins-disant social, mais derrière cette idée il y a effectivement l'idée de baisser les salaires, de baisser le coût du travail. C'est bien ce qui est demandé à la France dans le cadre des équilibres européens, puisque la France est en déficit commercial, donc considérée comme non insuffisamment compétitive, et donc la réforme du travail, du marché du travail, qui est aussi une des exigences européennes, c'est
c'est en fait plus de marché et moins de règles, hein, et on sait très bien que dans un marché du travail dans lequel il y a énormément de chômage, encore 10% de chômeurs, eh bien ça va faire pression à la baisse sur les salaires. Ce qui empêche aujourd'hui les salaires de baisser, c'est bien le fait qu'il y a des conventions collectives, qu'il y a un certain nombre de règles, hein, mais on voit bien que le SMIC déjà on l'augmente plus, on veut contourner les conventions collectives exactement que ce qui a été dit par les accords d'entreprise, et clairement derrière ça c'est l'objectif de entre guillemets de rendre la France plus compétitive et d'attirer davantage les capitaux étrangers. Moi je pense que la philosophie est assez claire, hein, de ce point de vue-là. Alors, on peut penser effectivement qu'il y a un problème de compétitivité de l'économie française. D'ailleurs, ce problème, on peut le mesurer avec le déficit commercial, mais on peut aussi penser que cette question de compétitivité, elle est assez curieuse, puisque l'on sait que le travailleur français est l'un des travailleurs les plus productifs dans l'Union européenne, et il est même un petit peu plus productif en moyenne que le travailleur allemand, et il est en tous les cas dans le top 3 ou le top 4 de la productivité du travail. Donc ça c'est un premier problème. Et puis, on peut aussi se poser la question de savoir, est-ce que cet effet de compétitivité n'est pas d'une certaine manière la traduction d'effets de change qui sont aujourd'hui masqués par l'existence de la monnaie unique, mais des effets de change qui avaient été dénoncés justement par le Fonds monétaire international il y a de cela à peu près un an, qui avait montré qu'il y avait un écart d'environ 20% entre l'Allemagne et la France. Philippe Arondel. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Moi, je voudrais ajouter sur la question d'attirer les investisseurs. J'ai une petite nuance là-dessus, parce qu'on n'a pas de preuve éminente ou suréminente que les nouvelles flexibilités qu'on met en œuvre, on a déjà mis depuis très longtemps d'ailleurs, aient vraiment attiré les capitaux et les investisseurs. Entre nous soit dit, les flexibilités, on en a tant qu'on veut. Regardez 2008-2009, la rupture conventionnelle. 2,5 millions de ruptures conventionnelles. 30 000 à peu près par mois. Regardez l'accord de 2013 dont on ne parle jamais. L'accord de maintien de l'emploi, vous savez, le grand débat en 2012 avec Nicolas Sarkozy contre François Hollande. Vous savez combien il y en a eu de signés? Il y en a à peine quelques dizaines. Bon, on ne signe pas ces accords. Alors on nous dit le patronat a peur parce qu'il y a encore un contrôle administratif. Mais la question à se poser, c'est est-ce que réellement ces nouvelles flexibilités vont avoir un effet? Parce que le but affiché, c'est bien de créer de l'emploi. C'est ce qu'on nous dit en tout cas. Moi, c'est pas moi qui le dis parce que j'y ne crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Voilà. Donc c'est clair, mais c'est ce qu'on nous dit. Or, on n'a pas de preuves. Et un dernier point simplement. Il y a une chercheuse qui s'appelle Catherine Sauvia, qui est à l'IRES, qui avait fait, il y a quelques années, à la demande du ministère, qui avait fait du travail, je ne me souviens plus, une étude sur les 35 heures des investisseurs étrangers. On disait, ils ne viennent pas chez nous, il y a les 35 heures. Eh bien, le résultat final de cette enquête, c'était de dire que ça ne jouait pas beaucoup, parce que jouait par contre les trains qui marchent, une éducation relativement bonne, une régulation sociale un peu pacifiée, vous voyez ce que je veux dire? Des éléments qui sont non matériels. Voilà. Et je crois qu'il faut faire attention à ça. Je crois que c'est un leurre, ce discours, en fait. C'est un leurre du gouvernement. Tout à fait. On sait que parmi les facteurs qui sont les plus importants pour l'attrait des investissements étrangers, il y a d'abord la taille du marché, les possibilités de réexport. Ça, ce sont des facteurs macroéconomiques. Après, il y a des facteurs sociaux, comme par exemple la qualité de la main-d'œuvre, la qualité du niveau de vie de cette main-d'œuvre. Est-ce que cette main-d'œuvre est en bonne santé, etc. Bon, donc, on sait que ce sont plutôt sur ces domaines-là que les entreprises regardent quand elles veulent investir en France. Si je peux juste je vous en prie. intervenir, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le seul souci, c'est que je ne crois pas que dans la tête d'Emmanuel Macron, les choses sont aussi claires que cela. Hein. Voilà, je pense que Macron, lui, il croit que le problème de la compétitivité, c'est un problème de coût du travail. Et d'ailleurs, c'est ce que dit plus ou moins l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle cette réforme est mise en avant. Ça ne veut pas dire qu'elle va marcher, ni que ce que Emmanuel Macron et l'Union européenne ont dans la tête soit bon. Alors justement, une question que je vous pose à tous les trois, et je vous demanderai de répondre tous les trois rapidement, c'est comment se fait-il? On a maintenant toute une série d'études qui disent toute une série de choses qui sont quand même assez bien argumentées sur cette question de la compétitivité, sur la question de l'attractivité d'un territoire, et puis on a un gouvernement qui dit non, le seul point qui compte, le seul point important, c'est cette question de coût du travail. Il faut absolument faire baisser le coût du travail en France. Qu'est-ce qui explique, d'après vous, cette divergence entre l'avis de toute une partie des gens qui ont fait des études de terrain, qui ont fait des études concrètes sur cette question, et cette attitude du gouvernement? Raphaël Dalmasso.
Alors là, c'est une question qui s'adresserait plus à des économistes qu'à des juristes. Mais c'est vrai que moi, je suis aussi stupéfait de voir cet autisme du gouvernement. Et donc, c'est vrai que je ne me l'explique pas. Je crois qu'il faut combattre effectivement, tenter de donner des arguments rationnels pour dire que ce n'est pas en baissant les salaires qu'on relance l'emploi, ce n'est pas en flexibilisant qu'on relance l'emploi. C'est vrai que ça commence maintenant à être établi, à être prouvé scientifiquement. Donc là-dessus, je crois qu'il faut faire œuvre de pédagogie. C'est tout ce que j'aurais. Il faut investir le débat public. Il faut tenter de convaincre les partenaires sociaux de l'investir aussi dans ce sens-là. Même aussi, surtout peut-être les employeurs, parce que je pense que les syndicats d'employeurs devraient aussi pouvoir reprendre notre discours, parce que le discours que j'ai l'impression que nous tenons tous n'est pas un discours contre les employeurs, n'est pas un discours politique. Et donc je crois qu'il y a aussi les gestionnaires, aussi les DRH, parce que vous en parliez tout à l'heure que la loi était mal faite pour les entreprises. C'est pas une loi qui les nouvelles formes de négociation d'accords d'entreprise, par exemple, sont très dures pour les nouveaux DRH aussi. Donc je crois qu'il faudrait aussi que les praticiens, les DRH, les chefs d'entreprise investissent peut-être le champ politique pour dire ce qui nous apparaît à nous des évidences, mais qui n'en sont pas visiblement pour le pouvoir politique. David Kella, rapidement un mot. Oui, rapidement, je pense que c'est évidemment idéologique. Cette idéologie, c'est la conséquence d'un manque d'outils pratiques pour réformer plus profondément les choses, et que le gouvernement, il adopte simplement l'idéologie la plus pratique pour lui, c'est-à-dire l'idéologie dans laquelle lui, il n'a rien à faire, et c'est aux salariés de tout faire. Philippe Arondel. Moi, je pense que la classe dirigeante s'est persuadée, pour elle, que c'était la vérité. Elle détient la vérité. Les sachants, comme on dit, détiennent la vérité idéologique. Et si vous voulez, il n'y a pas que les grands intérêts. Il y aurait que les grands intérêts, ça serait relativement clair. Bien sûr, les grands intérêts. Mais derrière, il y a toute une philosophie qui s'exprime, vous voyez. Et ça qui me paraît le plus grave. Et à la limite, si vous voulez, le débat doit être plutôt idéologique. Et ils se disent, je termine là-dessus, ils se disent, voilà, c'est le bon moment pour continuer jusqu'au bout notre putsch idéologique. C'est bien ça qu'ils se disent. Le bon moment est arrivé avec Emmanuel Macron. Mais écoutez, messieurs, merci beaucoup. Merci David Kella. Merci Raphaël Dalmasso. Merci Philippe Arondel. Vous étiez avec moi donc en débat justement sur cette question des réformes du droit du travail. Et je repasse maintenant, chères auditrices et chers auditeurs, je repasse l'antenne à Radio Spoutnik. Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.